Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. C'est Montpellier qui est important. Bac scientifique, bac littéraire, inscrit en maths sup. Bref, des études linéaires qui rappellent que le plus court chemin est... Vous avez été repéré par Marcel Gottlieb et Bruno Léandri et vous intégrez l'équipe de Fluide Glacial. Et pour gagner quelques pièces, vous remplissez aussi les pages de mots pour les autres. Bref, de négritude littéraire en pige volante, vous atterrissez sans eau dans le pastiche. Vous êtes une des plumes de Laurent Gérard pour sa chronique quotidienne sur RTL. Vous êtes chroniqueur au mensuel Fluide Glacial et scénariste pour la télévision. Pascal Fioretto, bonjour. Bonsoir. Depuis « Et si c'était niais », le pastiche vous colle à la prose. Et vous venez de sévir à nouveau avec le livre « L'anomalie Putrin 006 », paru en juin 2021 aux éditions Hérodios. Dans vos livres, vous semez la fake news comme le doute. Est-ce que ce livre est-il la révélation que vous êtes le porte-plume de tous les auteurs cités et parodiés ici ? Ah, ça, ce serait, je serais ravi de pouvoir écrire pour tous ces gens, parce que comme vous avez remarqué, pour que le pastiche fonctionne, il faut forcément faire le portrait, en tout cas le pastiche, de gens qui sont des têtes de gondole. Vous avez tous, j'ai fait un petit contrôle là juste avant l'émission, vous les avez tous en rayon. Donc, si c'était moi qui écrivais leur livre, je pense que je serais dans une situation très confortable. Alors, pas un membre de l'Oulipo, ou l'ouvroir de littérature potentielle. Son nom ne ressemble en rien à un palindrome, à un anagramme ou un lipogramme, ni à un ambigramme. Qui est donc Harvey Dachiel Raymond Patricia Holy shit, dit Harvey. C'est le maître de... Alors, ça va être difficile de continuer à parler français, mais c'est le maître de narratologie, si vous voulez, en français, sinon de storytelling d'un tas de gens qui sont, dont Joël Dicker. Et oui. Mais vous avez vu qu'il y a d'autres auteurs qui sont tous passés par là, par cette école. Apparemment, il y a plein de révélations terribles là-dessus, donc on apprend quand même des choses assez intéressantes. J'espère bien. Ouais. En revanche, soyons un petit peu plus sérieux. Nous savons que la question fondamentale que se pose tout écrivain, et peut-être vous encore plus que les autres, à moins que cela ne soit Joël, comment faire pour que ces enfoirés de lecteurs aient envie de tourner cette foutue dernière page du premier chapitre ? Cette question est posée dès la page 23. Eh bien, la réponse est assez simple. Il suffit de... Alors, c'est quoi exactement faire un pastiche ? Alors, faire un pastiche, heureusement, j'ai mon anti-sèche. Au cas où j'en ai besoin, faire un pastiche, c'est adopter le style d'un écrivain pour faire quelque chose qui ne sera pas l'œuvre de cet écrivain, mais une œuvre nouvelle, et qui, quand tout va bien, va dévoiler les trucs, les tics, les tocs, les ficelles, parfois les cordes de l'écrivain en question. Donc ça, c'est faire par exemple un faux Houellebecq, c'est faire un faux Letellier, faire un faux Sylvain Tesson, comme j'ai fait dans ce recueil aussi, ou un faux Virginie Despentes. Un faux, mais qui est tellement ressemblant que le lecteur, normalement, est mon complice, et on sourit, on rit parfois même ensemble d'avoir croqué le modèle. C'est ça, faire un pastiche en gros, en très gros. Et du coup, comment lisez-vous ? C'est-à-dire, à quel moment vous vous dites « ce livre, j'ai envie d'en faire un pastiche » ? Alors, je procède plutôt dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que ça fait déjà une quinzaine d'années, je crois, que je fais du pastiche. Donc, j'ai une certaine collection d'auteurs contemporains à mon palmarès, à mon petit palmarès. Et donc, je suis un grand lecteur, ça, par goût déjà. Et je regarde un peu ce qui se passe en librairie. Et quand je vois des phénomènes de librairie que je n'ai pas dans ma collection, je me dis, tiens, par exemple, Sylvain Tesson, ça faisait des années que je voulais pasticher Sylvain Tesson. Là, c'était l'occasion, je l'ai mis dans mon train. Virginie Despentes, pareil, c'était une tête de gondole qu'il fallait qu'un jour ou l'autre je me paye. Donc c'est plutôt comme ça. Une fois que j'ai choisi ma cible, je m'immerge dans l'œuvre, c'est-à-dire je lis à peu près toute l'œuvre de l'écrivain en question.
Quand j'ai fait Houellebecq là, récemment, j'ai lu Houellebecq pendant 3 mois. Je n'ai fait que ça. Jusqu'à la nausée d'ailleurs, et j'en ai fait. Ça, c'est Sartre, non? Oui, c'est ça, la nausée Sartre. Et j'en ai fait Mélatonine, quoi, qui est un pastiche de Houellebecq. C'est un monopastiche. Et là, il y a plusieurs auteurs, donc là, j'ai lu encore plus de ces auteurs. Alors, il faut dire qu'après les avoir lus aussi intensément, j'en suis dégoûté pour un bon bout de temps, en fait. D'ailleurs, ça me rappelle que, par exemple, Amélie Nothomb, qui goûte beaucoup l'exercice, parce que c'est une grande littéraire et que le pastiche, c'est un genre littéraire à part entière, mineur, mais à part entière, et surtout consubstantiel au roman. Dès que le roman est apparu le pastiche. Et donc, Amélie Nothomb me disait, oui, mais vous n'avez lu que mes 10 premiers bouquins. Quand j'avais fait son pastiche. Mais c'est déjà pas mal, quand même. C'est pas de ma faute si elle en fait un par an. Donc, voilà. C'est vrai que depuis, j'ai un peu arrêté. Angot, par chance, je l'avais déjà faite il y a longtemps, donc j'ai pas eu besoin de lire son dernier. Enfin, etc. Voilà. Jean d'Ormesson, j'ai passé des nuits avec Jean d'Ormesson. Alors, il y a pire, comme compagnie, mais c'est un peu toujours la même histoire, quoi. Donc après, j'en fais une belle synthèse. Enfin, j'espère bien. Et parfois, justement, pour faire un pastiche, là, vous parliez de dégoût. Est-ce que vous avez aussi envie d'en faire un pastiche parce qu'en cours de lecture, vous avez décroché en disant là, j'en peux plus, mais justement, je vais me venger. Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas du tout lâché le bouquin et vous dites là, il faut vraiment que j'en fasse un hommage? Ça peut être un exercice d'admiration et un exercice d'exaspération, le pastiche. Quand c'est de l'exaspération, c'est à la limite, c'est plus facile. On est beaucoup moins paralysé par son modèle. Quand on admire ou qu'on aime, en tout cas bien fréquenter l'œuvre du modèle, c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, encore une fois, Tesson, moi j'aime bien Tesson. Donc il fallait pas que je le rate. Il fallait que, à la fois, sur des escabeaux. Là, j'ai bien oui. suivi l'histoire. C'est exactement ça. Il y en a d'autres qui m'énervent, et là, c'est vrai que la plume vient un peu plus facilement. D'ailleurs, oui, quand vous écrivez, parce que c'est aussi une de vos activités, je le soulevais en introduction, vous êtes parolier, ou comment on dit, vous écrivez les textes de Laurent Gérard, donc ça signifie aussi que vous avez vous avez une capacité de réaction immédiate, puisque ça suit l'actualité. Oui, comment ça se déroule aussi, ça ? Alors ça, comme tu dis, c'est vraiment lire la presse, regarder les chaînes d'infos continues, essayer de voir dans l'écume des jours ce qui peut faire objet de sketch, sachant qu'évidemment on va pas rajouter du malheur au malheur, donc évidemment les drames on les traite pas, on traite le côté un peu les bouffonneries de l'époque en fait, et on cherche un angle qui puisse en plus fonctionner avec une voix que Laurent Gérard fait. Il y a ça aussi, il faut trouver la bonne voix pour interpréter le sujet. Et puis voilà, mais c'est pas le même exercice. Ça c'est vraiment comme tu dis, dans l'énergie, dans la rapidité, dans la réaction en fait. Parfois on écrit le matin 10 minutes avant le direct en fait. Alors qu'un pastiche, c'est quand même un travail en chambre, en fait, un travail un peu plus paisible. Cela dit, ce livre, c'est presque un sketch à humour littéraire, reprenant le style et les thèmes des auteurs français, en abusant des formules et autres punchlines pour notre plus grand plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce traitement court. Quand l'auteur s'y prête. En fait, Emmanuel Carrère, par exemple, qui est pastiché dans celui-là, le rythme est beaucoup plus lent, mais effectivement, Virginie Despentes, c'est de la punchline pour faire les Français. Aurélie Vallogne, c'est du proverbe. C'est du proverbe, oui, du dicton. Enfin, c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, qui a lu Aurélie Vallogne d'ailleurs Non, personne. Alors, il y a un désavantage du pastiche. Je ne veux pas du tout vous faire l'article, mais c'est qu'il y a des auteurs dont on arrive à se faire une idée en lisant le pastiche. Et on se dit, tiens, ça me donne envie de le lire, ou alors, non, je lirai jamais ça. Mais théoriquement, ça peut donner une idée du style d'un auteur, en tout cas. D'ailleurs, je vous propose une petite lecture de la page 44. Aurélie a envie de lui dire de pas se mettre la rate au courbouillon, parce que quand on fait la tournée des Grands-Ducs avec ses copains de golf, qu'on se beurre la tartine et qu'on rentre à point d'heure, sous comme un coin polonais, on dort à point fermé comme une souche. Mais Aurélie connaît la chanson. Elle sait que Sylviane n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de défendre son Nico. La mère de son mari ne semble pas s'apercevoir qu'à la maison, c'est Aurélie qui tient la queue de la casserole et fait bouillir la marmite, et que, bien loin de s'endormir sur le rôti, elle serait plutôt le dindon de la farce, sans qui tout ce petit monde boirait le bouillon.
Alors, elle fait mine de ne pas avoir entendu et accueille sa belle-mère avec son plus beau sourire. « Bien dormi, Sylviane ? Oh, vous savez, ma fille, à mon âge, on ne dort ni comme un loir, ni comme une marmotte. » Donc, en fait, c'est Aurélie Valonne, si vous l'avez jamais lu, c'est cette littérature qu'on dit feel good. Encore une fois, on parle français. Et donc, c'est censé faire du bien. Et bon, ça fait pas de mal, hein. Enfin, ça peut énerver, mais disons, ça fait pas de mal. Et c'est un enfilage de poncifs, d'expressions toutes faites, qu'elle maîtrise plus ou moins bien, et qu'elle utilise avec parfois maladresse, ce qui crée un effet comique que je me suis évidemment empressé de grossir, parce que en fait, quand on fait le pastiche, c'est du concentré de, donc on grossit les traits à tout point de vue. Et comme je dis souvent, il y a des caricatures qui ressemblent plus que des portraits, en fait. Et parfois, on a des caricatures qui disent, Christine Angot ou Houellebecq, ça marche comme ça. Voilà comment il nous embarque, ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, justement, avec quel regard avez-vous lu Dicker, Despentes, Carrère, Valogne, Tesson, Schmitt, pour créer Joël, Virginie, Emmanuel, Aurélie, Sylvain, Hervé, Éric, Emmanuel, Schmitt? Je les ai lus, je les ai tous lus avec la même, avec la même attention et en mettant des post-it et en surlignant leur formule fétiche, parce que d'un bouquin à l'autre, les choses reviennent. Tesson, c'est sujet, verbe, complément, à l'imparfait, plus des phrases sans verbe. Des fulgurances poétiques. Donc Aurélie Valogne, on l'a dit. Emmanuel Carrère, c'est très introspectif. Vous l'avez lu, Emmanuel Carrère? Vous en avez lu des livres? Yoga au hasard. Yoga au hasard, voilà, oui. C'est zen jusqu'à un certain point, parce que finalement, ça se termine pas si bien que ça. Mais donc, en fait, il faut refléter, quand on fait le pastiche, cette écriture introspective. Quand on fait des pentes, on est plutôt dans la punkitude. Donc, ça va être des phrases, comme tu disais, des punchlines, des phrases un peu cash, avec un vocabulaire volontairement grossier. Justement. Et un peu daté années 80, d'ailleurs, accessoirement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que l'ascension d'un escabeau suffit à être sportif? Ça, je ne sais pas, mais je vois quel est l'auteur. Voilà, et je vous invite de la même façon à lire le début du chapitre de la page 51. Okay. Donc voilà. Ça, c'est Sylvain, que vous reconnaîtrez peut-être. Les ascenseurs, les escabeaux, les escaliers, les échelles et même les portes m'avaient toujours profondément emmerdé. Aujourd'hui, après avoir escaladé la fenêtre du wagon qui m'emmenait à Brive, je réalisais que ce n'était pas l'altitude que j'aimais, c'était l'ascension. Du plus loin qu'il m'en souvenait, j'avais toujours eu ce besoin implacable, impérieux de grimper. Petit, ce furent les rideaux, les buffets normands, les frigos, les rebords d'évier. Plus grand, les arbres, les lampadaires, les filles. Et la semaine dernière encore, le Kliutchevskoï, 4835 mètres, encore un pic, le plus élevé du Kamtchatka. Je l'avais escaladé en solitaire avec une équipe du Figaro Magazine et quelques drones d'Ushuaïa Télé. Savoir vivre à notre époque, n'était-ce pas savoir résister à l'attraction universelle vers le bas? Donc ça, c'est typique de Tesson, c'est que en fin de paragraphe, il y a en général une morale. Et puis il y a évidemment ce tropisme pour les cimes, c'est-à-dire il ne peut pas s'empêcher de grimper et si possible des choses qui ne se grimpent pas, comme par exemple un wagon de train. Ouais. Vos livres suivent aussi l'actualité littéraire. Jusqu'à quel point vos pastiches peuvent-ils survivre à leur inspiration? Si on regarde l'histoire du pastiche, on s'aperçoit que ça se conserve plutôt bien, le pastiche, en fait. Il y a, prenons Proust, ça c'est l'alibi culturel qu'on sort toujours quand on parle de pastiche, mais Proust a été un grand pasticheur, il a consacré un recueil entier, qui s'appelle Pastiche et mélange, à une affaire judiciaire qui avait défrayé la chronique. C'était l'histoire d'un gars qui prétendait qu'il pouvait fabriquer des diamants. C'était l'affaire Lemoine. Et donc, il a raconté cette affaire, qui était une arnaque, évidemment, à la manière de Balzac, Flaubert, etc. Et donc, on retrouve des portraits de Balzac, Flaubert, Chateaubriand, enfin, tous ces gens-là, croqués par Proust. Donc, on a une trace comme ça de
de la littérature d'une époque par un témoin, par un grand témoin, en l'occurrence. Et Proust disait d'ailleurs, il vantait les vertus, il disait purgatives du pastiche. C'est-à-dire qu'il fallait, lui il a dit, moi il a fallu que je fasse Flaubert, que je tue Flaubert en le pastichant pour devenir autonome et avoir ma plume et mon style à moi. Et c'est pour ça que le pastiche est au programme des lycées, comme on l'a fait cet après-midi. Et du coup, c'était une des questions que je voulais vous poser directement. Est-ce que pour vous, la consécration, c'est d'être édité dans la collection classique et contemporain à destination des collèges et lycées ? Oui, alors ça c'est un genre de consécration, oui. Complètement inattendu d'ailleurs, mais parce qu'en fait c'est un petit bouquin donc qui s'appelle Et si c'était niais, dans lequel il y avait le pastiche de Marc Lévy, Amélie Nothomb, Jean d'Ormesson et d'autres que j'oublie. Il faudrait que je prenne des notes, d'ailleurs je les ai là, mais je pourrais le dire. Et Anna Gavalda, etc. Et donc il y avait une édition scolaire avec des notes de bas de page qui disent qu'a voulu dire Fioretto. Donc moi, je pense que je peux m'endormir tranquille. J'ai maintenant un bouquin dans lequel on commente mes bêtises de manière très sérieuse. Mais cela dit, les profs de français, je comprends tout à fait que ça les intéresse parce que tant qu'à faire, si on aime un auteur, essayons d'écrire comme lui. Ensuite, un jour, on écrira comme on sait faire ou on pense savoir faire. Mais cet exercice d'imitation, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'initier les jeunes à ce travail-là. Et puis un peu d'humour ne fait pas de mal. Et un peu d'humour, en plus, normalement, ne nuit pas. D'ailleurs, est-ce que pour vous, le pastiche se limite à une exagération de la personnalité du pastiché, une simplification de sa pensée, ou cela peut déraper et atteindre le contresens littéraire, ou pourront-on dire un détournement de fond littéraire, évidemment. Ah oui. Alors, je pense que si la personnalité du pastiché interfère dans le pastiche, c'est un peu raté. C'est un peu raté parce que théoriquement, c'est dans la pureté du truc de l'exercice, c'est le style. Donc le style, c'est le registre, le vocabulaire, la prosodie, la petite musique. Théoriquement, si c'est bien foutu, on lit un bout de pastiche de tel auteur et on doit dire tiens, ça c'est du, etc. Donc si là-dedans la personnalité, comme par exemple Houellebecq, qui évidemment est sur les deux tableaux, c'est-à-dire il y a l'œuvre écrite et puis il y a Houellebecq avec les cheveux gras, la doudoune, le bégaiement, etc. Si ça interfère dans le pastiche, ben ça le pollue en fait. Ça devrait être purement stylistique. Mais il arrive que ça interfère. Par exemple, Hervé Letellier, qui est un ami, un copain, un ami, mais je pense que ça a interféré. C'est-à-dire, je connais son appart, donc ça m'a permis de le décrire, etc., de voir je sais un peu comment il vit, comment il réagit, etc. Donc ça a sûrement interféré. Mais il faudrait pas. C'est-à-dire, y a-t-il une limite au pastiche ? Alors, d'un point de vue légal ou d'un point de vue Je laisse la question ouverte, mais ça peut être les deux. D'un point de vue légal, il y a heureusement, comme je disais, le pastiche est aussi vieux que le roman, donc il y a vraiment une jurisprudence en béton. On peut pasticher. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont pastichés réagissent bien et sont ravis d'être pastichés. Mais donc ça, c'est le point de vue légal. On est tranquille. Et alors, d'un point de vue moral, on fait du faux. C'est vrai qu'on fait du faux. Et que, moi, il y a des gens ou des journalistes qui ont dit que j'avais fait un faux Houellebecq, parce que j'ai fait un livre de Houellebecq entier, quoi, et donc qui n'est pas du Houellebecq. Donc c'est vrai que ça on peut être effleuré par le doute, mais en même temps c'est une piqûre de moustique sur le dos d'un éléphant, hein, parce que mon bouquin, mon mélatonine. Par rapport aux ventes et à la puissance d'un Houellebecq, c'est de toute façon c'est le rôle du bouffon, quoi. Mais c'est pas, ça leur fait pas de mal. Donc moralement, je trouve pas ça gênant, en fait. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Et non, écoute. Réécrire une histoire, en faire un trait d'humour, un pastiche, une caricature, nécessite d'en avoir les codes, qu'ils soient sociaux ou intellectuels. Est-ce qu'un pastiche peut être pris au premier degré et devenir une histoire à lui seul ? Et cela peut-il encore faire sens ? Mais oui. Ouais, j'ai travaillé un peu. Oui, vous avez travaillé. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai fait un recueil de bouquins de développement personnel qui s'appelait La joie du bonheur d'être heureux.
Donc c'est quand même, enfin je sais pas, mais ça vous fait un peu marrer quand même. Eh bien, ce bouquin a été 3 semaines dans les meilleures ventes de développement personnel, et avant que quand même on se rende compte que donc il y avait Cyrulnik, il y avait Paulo Coelho, enfin il y avait non mais c'était un mélange, c'était un gros assemblage, c'était quelqu'un qui essayait toutes les méthodes, un genre d'Emma Bovary frappé de bovarisme, qui voulait donc devenir soi-même en mieux et qui suivait toutes ces méthodes. Eh bien, ça a été pris au premier degré. Ça n'a pas duré, mais cela dit, on la était cible affolés, était- on voyait les... Parce qu'en plus, c'est des rayons... Enfin, chez toi, c'est assez restreint, si j'ai bien vu. Mais il y a des librairies dans lesquelles il y a une littérature... ça se vend par palette, ces guides de... Je me demandais si, pour changer, le jury du Goncourt ne pourrait pas choisir un livre qui fait du bien. Entre nous, les livres de nazis, les livres sur mon père, les tontons tripoteurs et les livres en costume d'époque avec des décors de 3 pages, ça va bien 5 minutes. Et votre Goncourt de l'année dernière, l'Anomalie, ça cassait pas 3 pattes à un canard et ça m'a collé la migraine. Alors j'espère avoir ma chance, si vous voyez ce que je veux dire, ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Là, elle parle à Annie Ernaux, là. En l'occurrence, c'était Aurélie, oui, c'est ça. C'est Aurélie qui se lâche un petit peu. Donc on sent... Qui pense qu'elle a ses chances au Goncourt. Oui. Tout peut arriver, oui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une catégorie d'auteurs qui, d'après vous, n'ont absolument aucune chance d'avoir le Goncourt ? Oui, je pense qu'Aurélie Valognes a peu de chance. Après, qui c'est qui pourrait ne pas l'avoir, évidemment. Parce que Christine Angot vient d'être couronnée là, par, je crois que c'est le Renaudot, c'est ça ? Oui, absolument. Oui, non. Il y en a qui sont exclus d'office. Et le Goncourt de 2020, donc l'Anomalie. Qui a lu l'Anomalie, en fait Ah oui, voilà. Ça fait vraiment des phénomènes de librairie, c'est extraordinaire. Et ça a été une anomalie, enfin un point aberrant dans les courbes des Goncourt. Mais ça se renouvelle pas si souvent, en fait. Et pourtant, c'est une super vente en plus par rapport à d'autres de concours. Ah, mais c'est une vente, c'est la deuxième vente derrière Duras, derrière Lament, et sachant que Duras a quand même 35 ou 38 ans d'avance sur Le Tellier, c'est-à-dire que le bouquin n'est pas encore sorti en poche, l'Anomalie, donc, et il en est à 1,1 million. Donc, d'avoir pastiché cet ouvrage, c'est un bon plan. Il suffit de faire 10% de vente sur ça. Oui, voilà, si je fais 10%, je suis le roi du monde. Et c'est vrai que c'était une occasion de rêver, quoi, parce que je sais que, enfin, le Tellier aime bien mes bêtises. Il me lit depuis tout le temps, et réciproquement. Hein. Et donc là, c'était vraiment l'occasion. Quand on a vu que ça s'affolait en librairie, on a dit tiens, c'est peut-être le moment. Donc, si vous avez lu, ça va être beaucoup plus simple de faire le résumé du mien, puisque donc dans l'Anomalie, ce sont 2 avions, comme vous le savez, qui partent, enfin un avion qui part et 2 qui atterrissent. Donc les passagers vont être confrontés à leur double. Et moi, j'ai transposé ça dans un train qui existe vraiment, qui va à Brive chaque année. C'est le train de la foire du livre, qu'on appelle le train du cholestérol, parce que on nous assoit à 10h et on commence à nous servir du foie gras et des choses comme ça. Enfin, c'est une grande tradition. Il y a tous les Goncourables qui sont à bord. Il y a vraiment tout le petit monde de l'édition qui part de Paris et qui arrive donc à Brive avec les joues bien rouges et la laine chargée vers 14h. Et donc j'ai imaginé que ce train arrivait 2 fois à Brive. Et comme à bord, il y a des écrivains qui ont un bon ego, parce que bon, un écrivain a toujours un bon ego. C'était rigolo de les imaginer confrontés à leur double. Donc il y a Joël Dicker qui rencontre son alter ego. Il y a Emmanuel Carrère qui est bipolaire. Alors va-t-il devenir quadripolaire face à son double, etc. Voilà. Il y a Aurélie Valognes qui est une battante qui va se retrouver avec une autre battante qui est déjà en train de signer des bouquins à sa place. Donc il va y avoir du conflit. Enfin, j'ai transposé donc cette intrigue que je trouve géniale de l'Anomalie de Le Tellier à bord de ce train. Quant à Le Tellier, j'en ai fait le Deus ex machina, c'est-à-dire celui qui écrit le bouquin. Et bon, je vais pas tout dévoiler. Voilà. Et il a inventé une machine. Je sais pas si vous connaissez ce bouquin. Je sais pas si tu l'as d'ailleurs. Il s'appelle 100 000 milliards de poèmes. C'est oui. Donc vous savez, c'est un bouquin avec des languettes. Voilà. Il y a 14 languettes, c'est un sonnet, et il y a je ne sais plus combien de pages. Enfin, l'idée, c'est que ça fabrique 10 puissance 14 sonnets.
Et donc le tellier, qui en plus est authentiquement un matheux, j'ai imaginé qu'il inventait une machine qui génère des livres, c'est-à-dire qui perfectionne la machine de Queneau, qui était un oulipien, comme le tellier, qui est président de l'Oulipo. Et que donc, vous savez ce que c'est, l'Oulipo, oui, ouvroir de littérature potentielle, dans lequel il y a des gens... alors c'est le seul groupe dans lequel on compte les morts aussi. Donc il y a Calvino, il y a des gens comme Calvino, Pérec évidemment, Queneau, Roubaud, Le Tellier, Jouet, Jacques Jouet pour ceux qui écoutaient les Papous, je ne sais pas si... des Papous dans la tête sur Culture. J'ai fait partie de cette bande d'ailleurs. Et voilà. Donc j'ai imaginé qu'il perfectionnait cette machine au point d'en faire une machine à écrire des best-sellers. Voilà. Et puis je vous en dis pas plus. Mais j'ai joué avec. J'ai essayé et c'était d'ailleurs le pasticher le plus difficile à faire parce que en fait dans l'anomalie on s'en rend pas forcément compte et on n'a pas besoin de s'en rendre compte. Mais c'est bourré de contraintes oulipiennes en fait. C'est-à-dire que l'avion, je donne toujours cet exemple, l'avion arrive avec, le deuxième avion atterrit avec 106 jours de différence par rapport au premier. Pourquoi 106 ? Parce que c'est 2 fois 53. 53, c'est le dernier bouquin de Pérec. Il y a chez certains des personnages, il y a des contraintes linguistiques qui sont invisibles pour le lecteur. Mais quand on fait le pastiche, on commence à les repérer. Et quand on cause avec le tellier, on en apprend encore plus. Donc c'est bourré de trucs comme ça qu'on n'est pas obligé de connaître. Ah oui, il a aussi fait une permutation circulaire, pour ceux qui savent ce que c'est, sur les différents cas de gens confrontés à leur double. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc je suis face à mon double, je le tue. Je suis face à mon double, je suis déjà marié. Est-ce que mon double est aussi légitime que moi pour aimer la personne que j'aime? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas ? Il y a le cas du gars qui meurt, enfin qui est très malade. Pardon ? La femme enceinte. Il y a la femme enceinte, voilà. Ouais. Il a essayé de... Alors il lui manque des cas, parce que je crois qu'il est arrivé à 16 trucs, et il en a fait que 11 finalement. Parce qu'il y a aussi, il manque le narcisse. Ça pourrait être je m'aime, enfin narcisse quoi, etc. Enfin bref. Donc comment vous avez repris justement ces... moi j'en ai que 5, donc j'ai repris 5 cas qui me semblaient marrants. Joël Dicker, vous l'avez lu, Joël Dicker, oui. Enfin, vous voyez qui c'est en tout cas. Donc c'est un jeune Suisse très beau gosse qui en joue et qui fait des bouquins bien bâtis, bien ficelés, un petit peu à l'américaine, du page turning, c'est-à-dire c'est les bouquins qu'on est censé... À mon avis, on peut enlever à chaque fois, ça fait 800 pages, on peut en enlever 500. Bon. Mais il vient de fonder sa maison d'édition. Enfin, c'est quelqu'un qui est très calculateur, voilà. Et donc c'était rigolo de mettre ce mec qui est très ambitieux et qui considère la littérature comme un moyen de s'enrichir. Oui, comme une industrie quoi, enfin comme un produit, de le mettre face à son double qui est aussi évidemment qui a les dents aussi aiguisées, voilà. Donc ça c'était un des cas. Donc il y a Emmanuel Carrère qui se parle à lui-même, enfin, parce que bon, d'habitude c'est Anneau qui parle de lui. Despentes, qu'est-ce qu'elle fait face avec son double Punk? Est-ce qu'elle la supporte? Enfin, est-ce qu'elle se supporte? Etc., etc. Moi, j'ai gardé 5 situations qui me semblaient riches d'un point de vue narratif, en fait. Et est-ce que, parce que j'ai essayé de plonger, mais j'ai pas détecté, dans les pages de Le Tellier, vous avez aussi imité les versions Oulipo que lui peut utiliser au-delà de la version complète. Oui. Bah, il y a des bouts d'anomalie en fait dedans. Mais lui, il les a repérés, bien sûr. Mais il faut dire qu'il y a quand même une phrase de l'anomalie où il dit la littérature lui semblait comme un train où montaient en première classe des gens qui ne le méritaient pas. Enfin, je paraphrase, hein, alors que restaient en seconde des génies, etc. Donc ça parle de train. Donc il y a des phrases comme ça. Et puis il y a aussi je joue au lipogramme. Vous savez ce que c'est un lipogramme? Ça consiste à écrire un bouquin comme La disparition de Pérec, dans lequel il y a par exemple il n'y a pas de E. Or le E est la lettre la plus fréquente en français. Donc ça donne un bouquin très bizarre. Si on ne sait pas quel est le cahier des charges initial, on se dit
bizarre ce bouquin, mais on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'il manque le E, quoi. Et le gars s'est amusé à écrire 200 pages. Bref. Donc moi, je lui fais faire des lipogrammes, et notamment sa femme de ménage, qui a un nom palindrome, parce que ils adorent ça, les Oulipiens. Sur Silette, ça marche, sur un texte complet, c'est plus que impressionnant. Et donc, sa femme de ménage, elle fait des lipogrammes de 26 lettres. Autrement dit, elle reste... etc. Enfin, j'ai joué avec les figures oulipiennes. Les fake news envahissent le monde contemporain. Est-ce que le pastiche peut être considéré comme une forme d'éducation à l'esprit critique ? Absolument, merci beaucoup pour cette question. Tu connais la formule. Non, mais c'est absolument. Je pense que Karadec, qui était donc aussi un oulipien d'ailleurs, François Karadec disait « Le pastiche, c'est à la fois de la mystification, puisqu'on fait du faux, et de la démystification. » Parce que encore une fois, quand on lit un pastiche, s'il marche, on se dit « Ah, mais Aurélie Valonne, ce n'est que ça. » C'est-à-dire, ça démystifie, quoi. Et ça marche aussi pour Houellebecq, enfin pour d'autres, quoi. On peut se dire « Ah, mais ce n'est que ça. » Et en même temps... Vous n'avez pas dit Letellier. J'ai pas dit Letellier, non. Et c'est aussi de la mystification, parce qu'on fait du faux, on fait de la fausse monnaie, en fait. Et là, j'avoue qu'il y a un grand plaisir pour le pasticheur, quoi. On jubile quand on fait du faux, enfin qui que ce soit d'ailleurs qu'on fasse, parce que on est du faux légal, c'est fabuleux. Oui, exactement. On est à la tête d'une machine à fabriquer des faux billets, quoi. En fait, ça dure pas longtemps. Ça dure le temps d'un chapitre ou de. Bonsoir. Vous avez déjà un petit peu répondu au début sur la morale, sur le droit. En fait, est-ce que vous avez jamais eu d'ennui avec justement parler d'Aurélie Valognes, qui en prend plein la tête quand même dans le livre? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des auteurs qui n'ont pas été très très contents du pastiche? Oui. Alors, il y a plusieurs écoles. Je me souviens, j'avais fait je ne sais pas si vous connaissez cette littérature qui est un peu la littérature dite du terroir. Vous savez, des histoires de meuniers qui ont planqué le trésor, et il y a la servante qui est muette mais qui sait où est planqué le truc. Il y a toujours un âne, enfin bref. Et donc, moi j'avais appelé ça la littérature. C'est du 25 décembre, ça, non? Non, enfin, c'est une littérature que je respecte totalement, qui vend beaucoup d'ailleurs. Enfin, je le vois dans les salons du livre, ça vend beaucoup. C'est complètement sous les radars, on la voit jamais dépasser. Bon, il y a quand même toujours un fond régional. Enfin bon, donc j'avais fait un pastiche d'un dénommé Signol que vous connaissez. Voilà. Et qui avait pris ça pour donc ça s'appelait les engoulevents de la Grange au Loup. Donc j'avais mis tous les ingrédients, et notamment j'avais inventé un vocabulaire abscon, faussement, ça sonnait vaguement rural, mais il y avait des outils bizarres, enfin bon bref. Et lui, il avait pris ça pour du parisianisme. Et était venu me voir, à Brive d'ailleurs, et il voulait physiquement me péter la gueule, pour être clair. Et heureusement, il y avait une équipe de France 3 qui faisait des tournages, donc on a été sauvés par ça. Donc ça, c'est sanguin, et je peux le comprendre s'il prend ça pour du mépris, bon, à la limite. Et puis, il y a des choses plus sournoises. C'est quand, par exemple, Aurélie Valognes, il faut savoir qu'elle elle fait des masterclass. Donc elle vend assez cher à des gens. Elle dit, si vous voulez savoir écrire comme moi, sous-entendu, et vendre 250 000 bouquins comme moi, inscrivez-vous à ma masterclass, c'est tant. Et c'est en ligne, hein, donc c'est pas trop crevant, elle est devant son truc, et puis bon. Donc ces gens-là, quand on vient montrer, enfin quand on montre un peu l'inanité de ce qu'ils font et leur méthode aussi, ça les gêne, mais ça les gêne pas dans leur amour-propre d'écrivain, ça les gêne dans leur business. Et donc, je me souviens que, par exemple, du jour où j'ai fait BHL, j'ai plus jamais eu de papier dans le Point. Parce que BHL a fait un bloc-notes dans le Point, quoi. Alors, ça l'avait pas fait marrer, son pastiche. Qui est d'ailleurs dans le bouquin scolaire, je pense. Il s'éteignait. Ouais, dans les 6 éteignés, oui. Donc, il y a ce type de réaction. Il y a aussi des gens très sympas, du genre, d'Ormesson, j'ai une lettre comme ça, qu'évidemment, j'ai encadrée, très très sympa. Lui il connaît le pastiche, enfin il connaît bien la littérature. Anna Gavalda qui avait dit, pas à moi mais à un journaliste qui avait dit
qu'elle avait remarqué que sa façon d'utiliser les tirets était confuse. Parce que moi, je m'amusais. Il y a beaucoup de tirets, beaucoup de dialogues. Et donc, je m'amusais à ce que les personnages savaient plus, disaient, mais qui c'est qui parle là? C'est toi? Non, non, alors moi, j'ai tous les tirets pairs, donc là, c'est un pair, donc c'est toi là. Oui, d'accord. Etc. Donc, elle avait dit, ça m'a intéressé, je vais faire gaffe dans les incises, etc. Vous avez tous les types. Amélie Nothomb, elle est très, très fan. Quel type d'autres de réactions j'ai eu? Non, il y a des gens plutôt sympas. Je vais pas vous faire la liste des compliments, mais en général, ça les fait marrer, hein, quand même. Désérable, j'ai vu que tu avais une affiche qui est pourtant pas super bien traitée dans le bouquin. Mais ça les amuse. C'est comme avoir sa marionnette au Guignol, hein, quand même. C'est aussi un peu une reconnaissance. Ça veut dire qu'on a quand même pignon sur rue. Ah oui, Tesson m'a dit très très drôle, mais en vrai, je suis pire. Voilà. Et Delphine de Vigan. Ah oui, ça t'a bien fait de faire ça, j'en ai marre de passer pour une végane fadasse. Parce que je l'ai imaginé avec Virginie Despentes qui la dévergonde un peu. Voilà. Et la double consécration, j'imagine, et ça on en a abordé un petit peu en off tout à l'heure, mais je vous le partage. Le pastiché, ça existe aussi. Oui. Oui. Je suis pastichon Marc Lévy, donc ça devient très très pointu. Donc là, il faut suivre. Et le titre, c'est, on l'a recherché tout à l'heure. Ouais. The Dead Letters Society. Donc j'ai bien entendu que vous aviez lu l'ensemble de l'œuvre de chaque écrivain que vous avez pastiché. À peu près, oui. D'accord. Rassurez-moi, le lecteur de votre livre n'a pas besoin de lire l'ensemble des œuvres. On est bien d'accord? Non, on est bien d'accord, oui, je même vous rassure. Si on en a eu qu'un, oui. Mais comme je disais, on peut même aussi se faire une idée d'un auteur, théoriquement, en disant, ça, je lirai pas, c'est pas la peine, je vais pas le chercher à la librairie. Et en revanche, ça peut donner aussi envie de découvrir un auteur, je pense. Ouais. Non, il n'y a pas besoin d'avoir tout lu. J'ai fait le boulot pour vous. Voilà, merci. Je vous en prie. Je me demandais si vous pastichiez les auteurs traduits ou si c'était plus difficile. Alors il y a un biais, il y a le biais de la traduction en fait, et parce que on perd le style et du coup c'est plus le style original. Donc je l'ai fait une fois avec Millennium. Je sais pas si vous vous souvenez du premier Millennium. C'était traduit, mais ils avaient sorti ça à fond pour être présent l'été, enfin vendre le polar de l'été. Donc ça avait été très très mal traduit, et j'avais joué avec ça, avec ces erreurs de traduction. Donc ça fait un truc un peu foutraque dans lequel on retrouve les fautes de traduction. Enfin, je sais plus s'il y avait. C'était du genre l'os de ses seins, mais des trucs énormes quoi, ça sentait vraiment la machine à traduire qui avait été ensuite rewritée à toute vitesse. Donc j'avais joué avec ça. Mais sinon non, je fais pas de pastiche de traduction en fait. Camille Alekberg, vous l'aviez pas fait? Non, c'était dans une. Non. C'était peut-être dans un petit jeu des papous dans la tête. Oui, c'est possible, oui. Ou peut-être dans Concentré de best-seller, non? Qui était c'était pas du pastiche, on avait écrit les 4 de couve, on avait imaginé les 4e de couve des prochains bouquins ouais. Non, en revanche, vous me faites penser, j'ai quand même fait Dan Brown. Mais c'était plus de la parodie, le Gay Vinci Code j'avais fait à l'époque, ouais. C'était une parodie, j'avais tout transposé dans le milieu gay, en fait. Une question un peu plus bateau, si vous étiez sur un nouveau projet, sur un nouveau pastiche avec des nouveaux auteurs Non, je fais, comme on dit, du terreau, c'est-à-dire je laisse se déposer un peu la poussière, retomber la poussière. En attendant, je fais comme vous voyez, je rencontre des lecteurs, etc. Et puis un jour, ça va venir, je vais avoir le déclic, je vais dire ça, il faut que je fasse. Enfin, cela dit, j'ai très envie de faire Annie Ernaux. Et il faut que je trouve un pendant un peu très grand public, parce qu'Annie Ernaux, c'est un nom, mais qu'on aperçoit d'ailleurs dans oui, on l'aperçoit exactement. Oui. Mais mais enfin, elle est vraiment effleurée. Hein, et donc c'est un nom, mais c'est un peu exigeant. Et j'aime bien mélanger, quoi, en fait, parce que déjà pour le lecteur, c'est sympa de passer d'un registre à l'autre, et puis même pour moi, quoi. Donc il faut que je trouve un autre. Incontournable, si vous avez des idées d'ailleurs.
Musso, Bussy. Alors Musso c'est fait. Ouais. Bussy j'ai jamais fait, oui c'est vrai. Mais Musso c'est fait dans l'élégance du Maigrichon. Alors Pascal Fioretto, merci pour vos réponses. Alors, cher public, si vous cherchez la recette du Goncourt, plongez dans le livre de Pascal Fioretto, L'anomalie du train 006, et suivez celle proposée par le maître absolu de la recette littéraire. Je redis, Harvey, Dachiel, Raymond, Patricia Holichit, dit Harvey. Recette qui se trouve évidemment dans L'anomalie du train 006, parue aux éditions Hérodios, jubilé à la lecture de tropes illocutoires, et vous émettrez le son d'un lipogramme de 26 lettres. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre, et particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour la vidéo, ainsi que le montage et sa mise en ligne. Vous pouvez retrouver cette rencontre et ainsi que les précédentes sur le site de la librairie www.1.trait.fr. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie 1.1 Trait. Merci et à bientôt.